Il suffit parfois d'un seul regard pour bouleverser entièrement une existence. Un regard silencieux, un regard presque banal. Et pourtant, en une seconde, quelque chose change profondément dans la conscience. L'homme qui était seul avec lui-même se sent soudain exposé, visible, jugé, comme si une lumière brutale venait d'être dirigée sur son existence. Et cette expérience, presque tout le monde l'a déjà vécue. Le moment où l'on se surprend soi-même à travers les yeux d'un autre. Le moment où l'on cesse d'être simplement conscience, pour devenir objet dans le monde d'autrui. C'est précisément ici que Sartre a introduit l'un de ses thèmes les plus célèbres, mais aussi les plus mal compris. L'enfer, c'est les autres. Cette phrase est souvent interprétée comme une simple haine des relations humaines, comme si Sartre disait que les autres sont insupportables. Mais ce n'est pas cela. La pensée est beaucoup plus profonde et beaucoup plus inquiétante, car le véritable problème n'est pas simplement la présence des autres. Le problème, c'est ce qu'ils font apparaître en nous. Le problème, c'est que le regard d'autrui transforme soudain notre liberté vivante en chose observée, et cette transformation peut devenir insupportable. Quand l'homme est seul, il se vit généralement de l'intérieur. Il agit, il pense, il désire, il se sent centre de son propre monde. Mais dès qu'un autre apparaît, quelque chose se modifie brutalement. L'individu découvre qu'il n'est plus seulement sujet. Il devient aussi objet pour une conscience étrangère. Quelqu'un le voit, quelqu'un l'interprète, quelqu'un le définit peut-être. Et cette expérience provoque souvent un choc invisible, parce qu'elle retire à l'homme le contrôle total de son identité. Tant qu'il est seul, il peut encore croire qu'il maîtrise complètement ce qu'il est. Mais devant autrui, cette illusion se fissure. Le regard extérieur introduit une autre vérité possible sur lui-même. Une vérité qu'il ne contrôle pas entièrement. Et cette perte de maîtrise produit une profonde tension existentielle. Sartre décrit cela à travers une scène devenue célèbre. Un homme regarde discrètement par une serrure. À cet instant, il est totalement absorbé dans son acte. Il n'est que conscience tournée vers ce qu'il observe. Puis soudain, il entend un bruit derrière lui. Peut-être quelqu'un approche. Et immédiatement, tout change. Il prend conscience de lui-même. Mais pas simplement comme conscience libre. Il se découvre vu, surpris, jugé. Et la honte apparaît. Pourquoi ? Parce que le regard d'autrui vient de transformer son existence en objet observable. La honte, chez Sartre, n'est pas seulement un sentiment moral. C'est une expérience philosophique fondamentale. Elle révèle brutalement que nous existons aussi pour les autres. Que nous sommes exposés à leur perception. Que notre être échappe partiellement à notre contrôle. Et cette révélation est profondément déstabilisante. Car chacun voudrait être maître de son identité. Mais autrui possède un pouvoir étrange. Celui de nous figer dans une image. Un regard peut nous réduire à une faiblesse. À une erreur. À une apparence. À un rôle. Et soudain, nous nous sentons enfermés dans cette définition extérieure. Comme si notre liberté disparaissait momentanément sous le regard qui nous observe. Voilà pourquoi le regard des autres peut devenir oppressant. Non parce qu'il existe simplement, mais parce qu'il menace constamment notre liberté subjective. Il nous transforme en objet du monde. Et personne n'accepte facilement de devenir objet. La conscience humaine veut être source, centre, sujet vivant, pas chose observée. Alors une lutte commence. Une lutte silencieuse entre les consciences. Car chacun veut préserver sa propre liberté, tout en risquant constamment d'être réduit par le regard d'autrui. Cette tension traverse toutes les relations humaines, même les plus intimes, même l'amour. Car aimer quelqu'un, c'est aussi vouloir être reconnu par lui, vouloir exister dans son regard d'une certaine manière, vouloir être vu comme précieux, désirable, important, mais précisément parce que ce regard vient d'une autre conscience libre. Il échappe toujours totalement à notre contrôle. Et c'est là que naît l'angoisse. L'autre peut changer. L'autre peut nous juger autrement. L'autre peut cesser de nous reconnaître comme nous le désirons. Alors l'homme devient dépendant du regard extérieur. Il cherche continuellement des signes de validation, des preuves qu'il existe correctement dans l'esprit des autres. Et cette dépendance peut devenir immense. Parce qu'au fond, personne ne supporte facilement l'indifférence absolue. Être ignoré peut parfois sembler pire qu'être détesté. Pourquoi ? Parce que l'indifférence menace directement notre sentiment d'existence sociale.
Elle donne l'impression de disparaître du monde humain. Alors chacun cherche, d'une manière ou d'une autre, à être vu, à être reconnu, à compter dans le regard d'autrui. Mais cette recherche produit aussi une immense fragilité. Car si mon identité dépend du regard des autres, alors je deviens vulnérable à leur jugement, à leurs critiques, à leurs interprétations. Et soudain, ma liberté semble suspendue à quelque chose que je ne maîtrise pas. Beaucoup d'existences entières sont organisées autour de cette peur invisible. La peur d'être mal vu, mal jugé, méprisé, ridiculisé, rejeté. Alors les comportements changent, les masques apparaissent. L'individu adapte ses gestes, ses paroles, son apparence, simplement pour influencer le regard extérieur. Il construit un personnage acceptable, admirable parfois, respectable, fort, intelligent, séduisant. Tout cela pour éviter certaines formes de rejet. Mais plus l'homme dépend du regard extérieur, plus il risque de perdre le contact avec sa propre liberté intérieure. Car il commence à vivre pour être vu, pour être validé, pour correspondre à certaines attentes. Et peu à peu, son existence devient représentation, mise en scène, gestion permanente de son image. Or cette situation crée une contradiction douloureuse. L'homme veut être reconnu librement par autrui. Mais il veut aussi contrôler cette reconnaissance. Il veut être aimé, mais d'une manière précise. Il veut être admiré, mais sans jamais risquer le rejet. Et cette impossibilité produit des tensions infinies dans les relations humaines. Car autrui reste toujours une conscience libre. Impossible à posséder totalement. Impossible à maîtriser entièrement. Même lorsqu'il nous aime. Même lorsqu'il nous admire. Quelque chose en lui nous échappe toujours. Et cette liberté de l'autre devient parfois insupportable, parce qu'elle menace continuellement l'image que nous voulons maintenir de nous-mêmes. Alors naît le conflit des consciences. Chaque individu tente d'affirmer sa propre liberté, tout en risquant constamment d'être transformé en objet par le regard de l'autre. Et cette lutte peut devenir extrêmement subtile. Dans une conversation, dans un silence, dans un simple échange de regards. Quelqu'un cherche à dominer. Quelqu'un cherche à être reconnu. Quelqu'un craint d'être réduit. Toute relation humaine contient parfois cette tension invisible, même lorsque personne ne la formule clairement. Car derrière les échanges ordinaires, deux libertés se rencontrent. Deux consciences qui veulent chacune préserver leur propre position de sujet. Et aucune n'accepte facilement de devenir simple objet dans le monde de l'autre. Voilà pourquoi les relations humaines peuvent devenir si complexes, si instables, si douloureuses parfois. Parce qu'elles ne sont jamais uniquement des échanges tranquilles entre individus déjà définis. Elles sont aussi des confrontations entre libertés, des affrontements silencieux entre regards capables de transformer l'autre en objet observé. Et plus l'homme dépend du regard extérieur pour exister, plus cette confrontation devient intense. Car il commence alors à vivre prisonnier d'une question permanente. Que pense-t-il de moi? Et cette question, que pense-t-il de moi? Peut finir par envahir toute une existence. Au début, elle semble presque anodine, naturelle. Après tout, chaque être humain vit parmi les autres. Chacun désire un minimum de reconnaissance, un minimum d'acceptation. Mais progressivement, quelque chose peut basculer. Le regard extérieur cesse d'être simplement une présence parmi d'autres. Il devient une obsession silencieuse. L'homme commence alors à se voir continuellement à travers les yeux d'autrui. Il ne marche plus simplement. Il se regarde marcher. Il ne parle plus simplement. Il s'écoute parler comme s'il était déjà observé. Sa propre conscience devient envahie par une présence étrangère invisible. Comme si le regard des autres s'était installé à l'intérieur même de lui. Et cette situation produit une forme d'aliénation profonde. Car l'individu cesse peu à peu d'habiter spontanément son existence. Il devient spectateur de lui-même. Toujours en train d'évaluer l'image qu'il renvoie, toujours en train de corriger son personnage, toujours en train d'anticiper les jugements possibles. Alors la vie se transforme en scène permanente. Et cette scène ne s'arrête presque jamais. Même dans la solitude, l'homme continue parfois de jouer pour un regard imaginaire, comme si le tribunal des autres restait constamment présent dans son esprit. C'est pourquoi Sartre considère le regard d'autrui comme une expérience fondamentale. Parce qu'il révèle brutalement que nous ne sommes jamais totalement seuls avec nous-mêmes. Les autres habitent intérieurement notre rapport au monde. Leur présence influence nos gestes, nos pensées, nos peurs, nos désirs.
Et parfois, leur regard devient plus puissant que notre propre perception de nous-mêmes. Combien de personnes vivent selon une image qu'elles pensent devoir maintenir devant les autres? Combien sacrifient leurs désirs profonds simplement pour préserver un personnage social? Combien passent leur existence entière à chercher une approbation qui ne les satisfait jamais réellement? Car le besoin de reconnaissance possède une logique presque infinie. Une fois que l'homme commence à dépendre du regard extérieur, il ne peut plus jamais obtenir une sécurité complète. Il veut davantage d'admiration, davantage de validation, davantage de preuves qu'il existe correctement aux yeux du monde. Mais aucune reconnaissance n'est totalement stable. Le regard des autres change, les opinions changent, la société change, et cette instabilité maintient la conscience dans une inquiétude permanente. Aujourd'hui admiré, demain oublié, aujourd'hui désiré, demain remplacé. Ainsi, l'identité fondée uniquement sur le regard extérieur reste toujours fragile, toujours menacée, toujours dépendante d'une liberté étrangère impossible à contrôler totalement. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent prisonnières de leur image. Elles ne vivent plus réellement. Elles gèrent une représentation. Chaque geste devient calculé, chaque parole filtrée, chaque apparence contrôlée. Parce qu'au fond, elles craignent une chose terrible, être réduites par le regard d'autrui. Être humilié, méprisé, dévalorisé. Et cette peur peut devenir immense, car le regard possède un pouvoir violent. Il peut transformer une conscience libre en simple objet social. Un homme devient ridicule. Une femme devient désirable. Quelqu'un devient faible, étrange, inférieur. Et soudain, ces définitions extérieures semblent coller à l'existence elle-même. Comme si le regard des autres avait le pouvoir de figer l'être humain dans certaines catégories. Or Sartre refuse précisément cette réduction. Parce qu'aucune conscience ne peut être totalement enfermée dans une image. Même lorsque toute une société impose certaines définitions. Même lorsque les jugements semblent écrasantes. Quelque chose en l'homme dépasse toujours le regard qui le fixe. Mais cette vérité est difficile à maintenir intérieurement. Surtout lorsque le regard extérieur devient hostile. La honte apparaît alors avec une force terrible. La honte n'est pas simplement la peur d'avoir mal agi. Elle est souvent la sensation brutale d'être exposé comme objet. Comme si toute notre liberté intérieure disparaissait momentanément sous la perception d'autrui. Un simple regard peut suffire. Un rire. Un silence. Et soudain, l'individu se sent réduit, figé, capturé dans une image qu'il ne contrôle plus. C'est pourquoi certaines humiliations marquent si profondément. Parce qu'elle touche directement le rapport entre la conscience et son existence sociale. L'homme découvre alors qu'il ne possède jamais totalement son propre être. Une partie de lui existe aussi dans le monde des autres, dans leurs pensées, leurs jugements, leurs interprétations, et cette dépossession partielle crée une profonde vulnérabilité. Mais en même temps, l'être humain ne peut pas vivre complètement sans autrui, car il a besoin de reconnaissance, besoin d'être confirmé comme existence humaine. Un enfant se construit à travers le regard des autres. L'adulte aussi. Même celui qui prétend ne dépendre de personne cherche encore certaines formes de validation. Alors une contradiction fondamentale apparaît. L'autre est à la fois nécessaire et menaçant. Nécessaire parce qu'il nous reconnaît. Menaçant parce qu'il peut nous réduire à une image. Et cette ambiguïté traverse toutes les relations humaines. Même les plus tendres. Même les plus passionnées. Prenons l'amour. On imagine souvent l'amour comme fusion parfaite, comme compréhension absolue entre deux êtres. Mais Sartre voit aussi dans l'amour une lutte secrète entre libertés. Chacun veut être aimé librement, mais chacun veut aussi être indispensable pour l'autre. Être choisi, préféré, unique. Or, dès qu'on veut garantir totalement l'amour de l'autre, un problème apparaît, car l'autre reste libre, toujours libre. Il peut changer, partir, cesser d'aimer. Et cette liberté de l'autre provoque une angoisse profonde. Alors certains tentent inconsciemment de posséder le regard d'autrui, de contrôler ses désirs, ses pensées, son attention, comme s'ils voulaient enfermer une conscience libre dans une sécurité définitive. Mais cette sécurité est impossible, parce qu'une conscience ne peut jamais devenir totalement objet sans cesser d'être conscience. Ainsi, les relations humaines oscillent souvent entre désir de reconnaissance et peur de l'objectification. Chacun veut être vu comme sujet libre, mais chacun risque constamment d'être réduit à une image. Et cette tension peut devenir épuisante,
L'homme commence alors parfois à fuir le regard des autres. Il évite certaines situations, certains jugements, certaines confrontations, non parce qu'il déteste réellement autrui, mais parce qu'il craint ce pouvoir étrange du regard, le pouvoir de le transformer en chose visible, en objet interprété, en identité figée sous une perception étrangère qu'il ne maîtrise jamais complètement. Et plus l'homme tente d'échapper à cette emprise du regard, plus il découvre qu'il lui est impossible de vivre totalement en dehors des autres. Même dans la solitude, autrui continue souvent d'exister intérieurement. Les voix du passé, les jugements entendus autrefois, les attentes sociales, les humiliations anciennes, tout cela peut survivre dans la conscience pendant des années, comme si certains regards ne disparaissaient jamais complètement. Un enfant humilié peut devenir adulte, tout en continuant secrètement de vivre sous le poids d'un regard ancien. Une personne rejetée peut passer toute sa vie à chercher inconsciemment une réparation. Un homme admiré peut devenir dépendant de cette admiration au point de ne plus savoir exister sans elle. Ainsi, les autres ne sont pas simplement présents autour de nous. Ils s'installent souvent à l'intérieur même de notre manière de nous percevoir. Et cette présence intérieure peut devenir extrêmement puissante, parce qu'elle façonne l'image que nous construisons de nous-mêmes. Très tôt, l'être humain apprend à se voir à travers les yeux d'autrui. Tu es intelligent. Tu es faible. Tu es beau. Tu es ridicule. Ces phrases semblent parfois banales, mais elles peuvent pénétrer profondément dans la conscience. Elles deviennent des miroirs intérieurs. Et peu à peu, l'individu finit par habiter certaines définitions comme si elles étaient des vérités absolues. Or Sartre refuse encore cette fixation. Aucun regard extérieur, même répété 1000 fois, ne peut capturer totalement une conscience libre. Mais l'homme oublie souvent cette vérité, parce que le regard des autres possède une puissance émotionnelle immense. Il peut donner un sentiment d'existence, ou au contraire, un sentiment d'effacement. Être regardé avec admiration peut produire une ivresse étrange, comme si l'existence devenait soudain plus réelle, plus solide, comme si l'on recevait enfin une confirmation de sa valeur. Mais cette ivresse contient déjà un danger, car si mon existence dépend entièrement du regard admiratif des autres, que restera-t-il lorsque ce regard disparaîtra? Alors l'angoisse revient. Toujours, l'homme devient prisonnier d'une quête infinie de reconnaissance. Jamais totalement satisfait, jamais totalement rassuré, parce qu'aucun regard extérieur ne peut stabiliser définitivement une conscience humaine. Même aimer, l'homme peut encore douter, même admirer, il peut encore se sentir vide. Pourquoi? Parce que la reconnaissance extérieure ne supprime jamais totalement l'ouverture intérieure de l'existence. Elle peut apaiser momentanément certaines peurs, mais elle ne transforme pas l'homme en objet stable. La conscience continue toujours de dépasser l'image qu'on lui renvoie. Et cette impossibilité d'être définitivement fixée explique pourquoi certaines personnes deviennent obsédées par leur image sociale. Elles cherchent continuellement à renforcer le regard positif des autres, à contrôler leur réputation, leur apparence, leur statut, comme si elles tentaient de construire une identité suffisamment solide pour ne plus jamais vaciller. Mais cette solidité reste illusoire, car le regard d'autrui demeure imprévisible, instable. Une seule critique peut parfois détruire des années de confiance artificielle. Une seule humiliation peut fissurer un personnage soigneusement entretenu. Et cette fragilité révèle une vérité profonde. L'identité fondée uniquement sur le regard extérieur ne possède jamais de véritable stabilité intérieure. Alors certains choisissent une autre stratégie. Puisqu'ils ne peuvent pas totalement contrôler le regard des autres, ils décident de s'en protéger. Ils deviennent froids, distants, indifférents en apparence, comme s'ils voulaient retirer aux autres tout pouvoir sur eux. Mais souvent, cette indifférence elle-même reste une réaction au regard extérieur. Une défense, une armure, car au fond, la blessure du regard demeure encore active. Même celui qui prétend mépriser totalement l'opinion des autres continue parfois secrètement d'en dépendre. Et cette contradiction traverse profondément l'existence humaine. Nous voulons être libres, mais nous voulons aussi être reconnus. Nous voulons préserver notre autonomie, mais nous avons besoin d'exister pour quelqu'un. Alors la relation à autrui devient inévitablement complexe, parce qu'elle mélange désir et menace, besoin et peur, attraction et défense. Et cette ambiguïté apparaît particulièrement dans la honte. La honte est une expérience étrange.
Elle surgit souvent avant même toute réflexion morale. Quelqu'un nous voit dans une situation vulnérable, et immédiatement, nous nous sentons exposés. Pourquoi cette sensation est-elle si violente? Parce que le regard d'autrui nous arrache momentanément à notre position de sujet. Nous devenons visibles comme objets du monde. Et cette objectivation produit parfois un sentiment presque physique de chute intérieure. Comme si notre liberté disparaissait soudain sous une image imposée de l'extérieur. Mais ce phénomène révèle aussi quelque chose d'essentiel. Nous ne pouvons jamais complètement contrôler la manière dont nous existons pour les autres. Une partie de notre être leur échappe. Ils nous interprètent selon leur propre perception, leurs désirs, leurs peurs, leurs attentes. Ainsi, chacun vit entouré d'images de lui-même qu'il ne maîtrise pas entièrement. Et cette multiplicité peut devenir vertigineuse. Qui suis-je réellement? Si chaque personne me voit différemment, suis-je la version que je perçois de moi-même? Ou celle que les autres construisent dans leur regard? Sartre refuse de résoudre facilement cette tension, parce qu'elle appartient à la structure même des relations humaines. L'homme existe à la fois pour lui-même et pour autrui. Il est à la fois sujet vivant et objet dans le monde des autres consciences. Et cette double condition crée un conflit permanent. Car personne n'accepte facilement d'être réduit à un objet. Chacun veut préserver sa propre liberté, sa propre subjectivité, son propre pouvoir de se définir. Alors les relations humaines deviennent souvent des luttes discrètes pour la reconnaissance. Des affrontements silencieux entre regards. Qui domine? Qui définit l'autre? Qui impose son interprétation? Même dans des échanges très ordinaires, ces tensions peuvent exister. Un regard de mépris, une parole humiliante, une attitude de supériorité. Et immédiatement, quelque chose se joue entre les consciences. L'un tente de réduire, l'autre résiste. Parce qu'au fond, chaque conscience veut être reconnue comme liberté, et non simplement comme chose visible dans le monde social. Mais cette reconnaissance parfaite reste presque impossible, car autrui demeure toujours une conscience indépendante, imprévisible, impossible à posséder complètement. Et c'est précisément cette impossibilité qui rend les relations humaines à la fois fascinantes, nécessaires, et parfois profondément douloureuses. Parce que derrière chaque relation humaine, se cache souvent une lutte invisible pour exister pleinement. Pas seulement exister biologiquement, mais exister comme conscience reconnue, comme liberté vivante, comme être qui compte réellement dans le monde de l'autre. Et cette quête de reconnaissance traverse toute la vie humaine. L'enfant cherche le regard de ses parents. L'adolescent cherche celui du groupe. L'adulte cherche celui de la société, de l'amour, du travail, du monde entier parfois. Comme si l'homme espérait trouver dans les yeux des autres une confirmation définitive de son existence. Mais cette confirmation parfaite n'arrive jamais complètement. Parce que le regard d'autrui reste toujours extérieur, partiel, instable. L'autre ne nous voit jamais exactement comme nous nous vivons intérieurement. Il perçoit des gestes, des attitudes, des apparences, des fragments. Et pourtant, ces fragments peuvent prendre un pouvoir immense sur nous. Une simple remarque peut parfois blesser profondément. Pourquoi? Parce qu'elle menace l'image que nous essayons de maintenir de nous-mêmes. Elle introduit une autre version possible de notre identité. Une version que nous ne voulons pas voir. Et soudain, le regard des autres devient presque plus réel que notre propre conscience intérieure. Voilà pourquoi certaines humiliations restent gravées pendant des années. Parce qu'elles transforment momentanément notre être entier en objet de jugement. L'individu se sent alors fixé dans une image étrangère qu'il ne maîtrise plus. Comme si toute sa liberté disparaissait sous une définition imposée. Et cette sensation peut devenir insupportable. Alors beaucoup développent des stratégies pour protéger leur image. Certains deviennent agressifs. D'autres cherchent à séduire constamment. D'autres encore se rendent invisibles. Mais toutes ces stratégies tournent souvent autour du même problème. La peur du regard d'autrui. La peur d'être réduit, dévalorisé, ridiculisé. Ou pire encore, ignoré. Car l'indifférence possède parfois une violence silencieuse immense. Être ignoré, c'est avoir l'impression de ne pas réellement exister dans le monde humain. Comme si notre présence ne comptait pas. Comme si notre conscience disparaissait dans le vide social. Et cette expérience peut produire une profonde détresse existentielle. Parce que l'homme n'est pas un être totalement autosuffisant. Il a besoin d'être reconnu par d'autres consciences. Même celui qui prétend vivre complètement seul cherche encore secrètement certaines formes de regard.
une validation, une preuve d'existence. Mais ce besoin de reconnaissance crée aussi une dépendance dangereuse. Car si mon sentiment d'être dépend entièrement du regard des autres, alors je deviens vulnérable à chacun de leurs mouvements. Leur admiration me soulève, leur rejet m'écrase, leur indifférence me vide. Et peu à peu, mon existence cesse de m'appartenir pleinement. Elle devient suspendue aux réactions extérieures. Voilà pourquoi Sartre voit dans le regard d'autrui une puissance presque vertigineuse. Le regard peut donner une identité, mais il peut aussi emprisonner. Il peut reconnaître la liberté d'un être, ou le transformer en simple objet social. Et cette objectivation apparaît partout dans la société. On réduit les individus à des catégories, à des fonctions, à des apparences, à des étiquettes. Quelqu'un devient le faible, le beau, le raté, le génie, le marginal. Et ces mots finissent parfois par enfermer les consciences elles-mêmes. L'homme commence alors à habiter la définition qu'on lui impose, comme si le regard collectif devenait plus fort que sa propre liberté intérieure. Or Sartre refuse encore cette fatalité, parce qu'aucune définition sociale ne peut totalement épuiser une conscience humaine. Même lorsqu'un individu est enfermé dans certaines images, quelque chose en lui continue de dépasser ces images. Quelque chose reste libre intérieurement. Mais cette liberté devient difficile à sentir lorsque le regard collectif se fait écrasant. Beaucoup d'hommes vivent alors comme prisonniers d'un personnage imposé. Ils n'osent plus sortir du rôle, plus changer, plus révéler certaines parts d'eux-mêmes, parce qu'ils craignent immédiatement le jugement extérieur. Ainsi, la société entière peut devenir un immense système de surveillance invisible. Pas forcément une surveillance politique, mais une surveillance des regards, des attentes, des normes. Chacun observe chacun. Chacun évalue, compare, classe. Et peu à peu, les individus finissent par s'autosurveiller eux-mêmes. Ils intériorisent le regard social. Ils deviennent leurs propres gardiens. Même seuls, ils continuent à agir comme s'ils étaient observés. Comme si autrui habitait désormais leur conscience. Cette situation peut produire une immense fatigue existentielle. Car l'homme ne vit plus directement. Il vit à travers une image de lui-même. Il devient acteur permanent de sa propre existence. Et cette mise en scène constante éloigne parfois profondément de toute spontanéité réelle. Mais paradoxalement, personne ne peut totalement sortir du regard des autres. Même celui qui fuit la société reste encore défini par cette fuite. Même le solitaire entretient une relation avec autrui. Car la conscience humaine se construit toujours dans un monde partagé. Nous existons parmi les autres consciences. Et cette coexistence produit inévitablement des tensions. Parce que chaque conscience veut être reconnue comme sujet libre, tout en risquant constamment d'être réduite à objet. Voilà pourquoi Sartre voit dans les relations humaines une forme de conflit structurel. Pas forcément un conflit violent, mais une tension permanente, une lutte silencieuse entre libertés. Chacun veut préserver son propre regard sur le monde. Chacun veut éviter d'être complètement absorbé par le regard extérieur. Et pourtant, chacun cherche aussi désespérément la reconnaissance des autres. Cette contradiction est presque impossible à résoudre totalement. L'homme veut être vu, mais pas enfermé, reconnu, mais pas possédé, aimé, mais sans perdre sa liberté. Or ces désirs entrent constamment en tension. Car plus nous dépendons du regard d'autrui pour exister, plus nous risquons de devenir prisonniers de ce regard. Et plus nous cherchons à nous protéger totalement des autres, plus nous risquons l'isolement, le vide, la disparition du lien humain. Ainsi, l'existence humaine oscille continuellement entre deux peurs opposées. La peur d'être absorbé par le regard des autres, et la peur de ne plus exister dans aucun regard du tout. Et entre ces deux peurs, l'homme avance souvent toute sa vie sans jamais trouver d'équilibre définitif. D'un côté, il veut protéger sa liberté intérieure, préserver quelque chose de lui-même que personne ne pourra totalement posséder. De l'autre, il désire ardemment être reconnu, aimé, vu, confirmé par d'autres consciences. Alors il oscille, il s'approche des autres, puis s'en défend. Il cherche leur regard, puis souffre sous ce regard. Il veut appartenir, mais craint de disparaître dans ce qu'on attend de lui. Et cette contradiction traverse presque toutes les relations humaines, même les plus simples. Prenons une conversation ordinaire. Deux personnes parlent. En apparence, tout semble naturel. Mais intérieurement,
Beaucoup de choses se jouent en silence. Chacun observe les réactions de l'autre, les expressions du visage, les hésitations, les signes d'approbation ou de rejet. Chacun ajuste légèrement son comportement, son ton, ses mots, comme si deux consciences tentaient continuellement de négocier leur place dans le regard mutuel. Et parfois, une simple seconde suffit à faire basculer cette relation invisible. Un regard de mépris, un rire déplacé, une interruption, et immédiatement, quelque chose se contracte dans la conscience. L'individu se sent diminué, réduit, comme si son existence venait soudain d'être ramenée à une image inférieure. Cette expérience peut sembler minuscule de l'extérieur, mais intérieurement, elle touche directement le rapport de l'homme à sa propre liberté, car le regard des autres ne se contente pas de voir. Il interprète, il classe, il attribue des significations. Et ces significations peuvent parfois devenir des prisons invisibles. Beaucoup d'individus vivent enfermés dans des identités que les autres ont construites autour d'eux. Le fort n'ose plus montrer sa fragilité. Le sage n'ose plus se perdre. Le courageux n'ose plus avoir peur. Parce qu'ils craignent l'effondrement du regard social qui les définit. Alors le personnage devient obligation. L'homme doit continuellement correspondre à l'image qu'on attend de lui. Et peu à peu, il cesse même parfois de savoir ce qu'il ressent réellement. Il ressent ce que le rôle autorise. Il montre ce que le regard accepte. Le reste est caché, refoulé ou oublié. Ainsi, le regard d'autrui peut lentement coloniser l'existence intérieure. L'individu ne vit plus directement ses émotions. Il les vit à travers la manière dont elles seront perçues. Même la souffrance peut devenir spectacle. Même le bonheur peut devenir représentation. Car dans une société saturée de regards, beaucoup finissent par exister principalement comme images. Des images à maintenir, à protéger, à améliorer. Et cette logique peut devenir infinie. L'homme cherche alors constamment à produire une version acceptable de lui-même. Une version désirable, respectable, admirable. Mais derrière cette fabrication continue, une fatigue profonde apparaît souvent. La fatigue de devoir toujours être quelqu'un devant les autres. La fatigue de ne jamais pouvoir simplement exister sans se surveiller. Car le regard extérieur crée une tension permanente dans la conscience. Il introduit toujours la possibilité du jugement. Même lorsque rien n'est dit. Même dans le silence. La simple présence d'autrui peut suffire à modifier totalement notre manière d'être. Un homme seul dans une pièce agit différemment lorsqu'il découvre soudain qu'il est observé. Pourquoi ? Parce que le regard transforme immédiatement sa situation existentielle. Il cesse d'être seulement sujet de ses actes. Il devient aussi spectacle pour une autre conscience. Et cette transformation produit une forme de dédoublement intérieur. L'homme commence à se voir lui-même à travers l'autre, comme s'il sortait momentanément de sa propre expérience pour devenir objet visible dans le monde. Or cette objectivation reste profondément inconfortable. Parce qu'aucune conscience n'accepte facilement d'être réduite à ce qu'elle montre extérieurement. Nous savons intérieurement que nous sommes davantage. Davantage que nos gestes. Davantage que notre apparence. Davantage que l'image que les autres perçoivent. Et pourtant, cette image possède un pouvoir réel sur notre existence sociale. Voilà pourquoi tant d'individus souffrent lorsqu'ils sentent que les autres ne les comprennent pas. Ils ont l'impression d'être enfermés dans une perception fausse, réductrice, injuste, comme si leur véritable subjectivité restait inaccessible derrière le regard extérieur. Et d'une certaine manière, cette souffrance révèle une vérité profonde. Aucune conscience ne peut être totalement transparente pour une autre. Quelque chose de nous échappe toujours aux autres. Et quelque chose des autres nous échappe aussi. Ainsi, les relations humaines restent traversées par une distance irréductible. Même dans l'amour le plus intense. Même dans l'amitié la plus profonde, nous pouvons approcher l'autre, le comprendre partiellement, le reconnaître, mais jamais le posséder totalement de l'intérieur. Et cette séparation fondamentale crée parfois une immense solitude. L'homme découvre alors qu'il ne pourra jamais être entièrement vu tel qu'il se vit intérieurement. Quelque chose de son existence restera toujours inaccessible, toujours traduit imparfaitement dans les regards extérieurs. Mais paradoxalement, c'est aussi cette distance qui rend possible la liberté. Car si autrui pouvait nous saisir complètement, nous deviendrions entièrement objet dans son monde. Or quelque chose résiste toujours. Quelque chose échappe.
Et cette part irréductible protège encore la conscience contre toute capture totale. Cependant, cette liberté même devient source de conflit. Parce que chacun veut être reconnu librement, sans être réduit. Et chacun tente parfois inconsciemment de réduire l'autre pour sécuriser sa propre position. Dans certaines relations, cela devient très visible. Quelqu'un cherche à dominer, à imposer une définition, à contrôler le regard de l'autre, comme s'il voulait empêcher cette autre conscience de rester totalement libre. Mais cette tentative échoue toujours partiellement, parce qu'une conscience libre ne peut jamais être complètement possédée. Et cette impossibilité alimente sans cesse les tensions humaines. Le besoin de reconnaissance se heurte constamment à la liberté irréductible d'autrui. Je veux être aimé, mais l'autre reste libre de ne plus aimer. Je veux être admiré, mais l'autre peut changer son regard. Je veux être compris, mais l'autre ne me percevra jamais exactement comme je me vis moi-même. Ainsi, chaque relation humaine porte en elle une fragilité fondamentale, une instabilité impossible à supprimer complètement. Et c'est peut-être cela qui rend les autres si troublants pour Sartre. Ils possèdent le pouvoir de révéler que notre existence ne nous appartient jamais totalement, parce qu'une partie de nous vit toujours dans des regards étrangers que nous ne contrôlerons jamais entièrement. Et cette idée devient encore plus vertigineuse lorsque l'homme comprend que même son identité la plus intime est partiellement façonnée par ces regards étrangers. Car personne ne se construit entièrement seul. Dès l'enfance, la conscience humaine grandit dans un univers de regards. On nous nomme, on nous décrit, on nous compare, on nous récompense ou on nous humilie. Et peu à peu, nous apprenons à nous voir à travers ces réactions extérieures. Un enfant applaudi pour sa réussite commence à se percevoir autrement. Un enfant constamment rabaissé finit parfois par porter intérieurement cette image imposée. Ainsi, le regard des autres ne reste pas à la surface de l'existence. Il pénètre profondément dans la manière dont l'homme se comprend lui-même. Et cela explique pourquoi certaines blessures sociales deviennent si durables. Parce qu'elles ne touchent pas simplement l'orgueil. Elles atteignent le rapport même de la conscience à son propre être. Une humiliation répétée peut modifier toute une manière d'habiter le monde. L'individu commence alors à anticiper le regard des autres avant même qu'il n'apparaisse réellement. Il se juge lui-même avant d'être jugé. Il se limite avant même d'avoir essayé. Comme si le regard extérieur avait été entièrement intériorisé. Et cette intériorisation produit une forme de prison invisible. Car l'homme croit parfois agir librement, alors qu'il obéit encore à des regards anciens enfouis dans sa mémoire. Un professeur qui l'a humilié, des parents qui exigeaient certaines choses, une société qui imposait certains modèles. Tout cela peut continuer silencieusement d'habiter ses choix, même des années plus tard. Alors la question devient troublante. Combien de nos désirs sont réellement les nôtres? Combien de nos comportements viennent de notre liberté? Et combien sont façonnés par le besoin d'être reconnus? Sartre ne donne pas de réponse simple, mais il montre que l'être humain vit constamment dans cette tension. Nous voulons être nous-mêmes, mais ce nous-mêmes est déjà traversé par le regard des autres. Même nos rêves peuvent parfois être contaminés par le désir de reconnaissance. Vouloir réussir, être admiré, être envié, être validé. Combien de vies sont construites autour de cette quête silencieuse? Et pourtant, plus l'homme dépend du regard extérieur pour donner un sens à son existence, plus il risque de perdre le contact avec sa propre liberté intérieure. Car il finit par vivre selon des images, des attentes, des modèles imposés. Il devient alors étranger à lui-même. Il poursuit des objectifs qu'il n'a jamais réellement interrogés. Il joue un personnage social sans savoir à quel moment il a commencé à le jouer. Et cette étrangeté peut devenir terrifiante. Certains individus découvrent un jour, après des années de conformité, qu'ils ne savent plus qui ils sont réellement en dehors du regard des autres. Ils ont toujours été ce qu'on attendait d'eux. Toujours adaptés, toujours performants, toujours conformes à certaines images valorisées. Mais derrière cette réussite sociale, un vide immense apparaît parfois, comme si toute l'existence avait été construite pour satisfaire des regards extérieurs. Et soudain, une question surgit. Qu'est-ce que je veux réellement? Si personne ne me regarde? Cette question peut bouleverser une vie entière, parce qu'elle retire momentanément tous les personnages sociaux, toutes les validations, toutes les mises en scène. Elle laisse la conscience seule face à sa propre liberté. Et cette liberté nous fait peur. Beaucoup préfèrent alors retourner rapidement vers les rôles connus, vers les identités stables,
parce qu'elles offrent au moins une place reconnaissable dans le regard collectif. Car être reconnu, même à travers un personnage artificiel, semble parfois plus supportable que d'affronter l'incertitude de la liberté authentique. Voilà pourquoi les sociétés humaines produisent tant de masques, tant de modèles, tant de normes. Elles offrent aux individus des identités prêtes à porter, des rôles déjà compris par les autres. Et beaucoup s'y installent avec soulagement, parce qu'un rôle reconnu protège partiellement contre l'angoisse du vide. Mais cette protection possède un prix. Le prix de la spontanéité, le prix de certaines vérités intérieures, le prix parfois de la liberté elle-même. Car plus l'homme s'identifie entièrement au personnage que les autres reconnaissent, plus il risque de devenir prisonnier de ce personnage. Il ne peut plus changer sans menacer le regard social qui le soutient. Il doit maintenir l'image, continuer la représentation, même lorsque quelque chose en lui étouffe. Ainsi, le regard des autres peut transformer l'existence en théâtre permanent. Un théâtre où chacun surveille sa place, son apparence, son statut, son importance dans les yeux du monde. Et cette obsession du regard peut devenir épuisante, parce qu'elle ne connaît jamais de fin. Il y aura toujours d'autres regards, d'autres jugements, d'autres comparaisons. L'homme cherche alors désespérément une reconnaissance définitive, qu'aucun regard humain ne peut réellement offrir. Car le regard des autres reste mouvant, instable, aujourd'hui admiratif, demain indifférent, aujourd'hui amoureux, demain distant. Fonder entièrement son être sur cette instabilité revient donc à vivre dans une insécurité permanente. Et pourtant, l'homme ne peut pas non plus supprimer totalement le besoin d'être reconnu. C'est là toute la tragédie existentielle décrite par Sartre. Nous avons besoin des autres pour exister humainement. Mais leur regard menace continuellement notre liberté. Nous voulons être vus comme sujets, mais nous risquons toujours d'être transformés en objets. Alors chaque relation humaine devient fragile, complexe, ambiguë, même lorsque l'amour semble sincère, même lorsque l'amitié paraît profonde. Car derrière les sentiments, demeure encore cette tension fondamentale entre deux consciences libres, deux libertés qui cherchent à se rencontrer, sans jamais pouvoir se posséder totalement. Et c'est précisément cette impossibilité de fusion parfaite qui maintient le conflit vivant. L'autre reste toujours autre, impossible à absorber complètement, impossible à contrôler entièrement, impossible même à comprendre totalement. Quelque chose en lui nous échappe toujours, et quelque chose en nous lui échappe également. Alors les consciences se croisent, se désirent, se jugent, se reconnaissent parfois, tout en restant séparées par une distance intérieure que rien ne parvient jamais totalement à abolir. Et cette distance invisible entre les consciences est peut-être l'une des expériences les plus troublantes de l'existence humaine. Parce que malgré toutes les paroles, malgré toutes les confidences, malgré toutes les tentatives de proximité, quelque chose demeure toujours inaccessible entre les êtres. Nous pouvons approcher quelqu'un, l'aimer profondément, partager des années de vie avec lui. Et pourtant, nous ne pourrons jamais entrer totalement dans sa conscience, jamais voir exactement le monde comme il le voit, jamais ressentir parfaitement ce qu'il ressent intérieurement. Cette séparation fondamentale crée parfois une immense solitude. Une solitude étrange, car elle peut exister même au milieu des autres. Même entouré, l'homme peut soudain ressentir qu'aucune conscience ne pourra jamais le saisir entièrement, comme si quelque chose de lui restait à jamais enfermé dans son intériorité. Et cette solitude devient encore plus douloureuse lorsque le regard d'autrui le réduit à une image simplifiée. Car plus les autres croient nous connaître complètement, plus nous ressentons parfois l'écart entre ce qu'ils voient et ce que nous vivons intérieurement. Quelqu'un nous résume à une fonction, à une apparence, à une erreur, à un trait de caractère, et nous avons envie de crier « Je suis plus que cela ». Mais cette profondeur intérieure reste difficile à transmettre totalement. Alors beaucoup vivent avec le sentiment d'être perpétuellement mal compris. Pas parce que les autres sont forcément malveillants, mais parce que le regard humain fonctionne toujours à travers des interprétations limitées. Nous voyons des comportements, pas toute une conscience. Nous percevons des signes, pas l'intégralité d'une existence intérieure. Et pourtant, malgré cette impossibilité de compréhension totale, l'homme continue de chercher désespérément la reconnaissance. Comme si une part de lui espérait encore rencontrer enfin un regard capable de le voir complètement. Un regard qui comprendrait tout, qui accepterait tout,
qui confirmerait définitivement son existence. Mais Sartre refuse cette illusion de fusion parfaite, parce que deux consciences libres ne peuvent jamais devenir totalement transparentes l'une à l'autre. Il y aura toujours une distance, toujours une altérité irréductible. Et cette altérité crée autant de fascination que de souffrance. Prenons l'amour encore une fois. Pourquoi l'amour possède-t-il une telle intensité? Parce qu'il promet parfois l'impossible. Être enfin reconnu totalement par une autre conscience. Être vu, choisi, validé dans son être entier. Mais précisément parce que cette promesse ne peut jamais être complètement accomplie. L'amour devient aussi fragile, jaloux, angoissé parfois. L'homme veut être aimé librement. Mais il veut aussi sécuriser cet amour. Le rendre stable, permanent, certain. Or l'autre reste libre. Toujours libre. Et cette liberté de l'autre menace continuellement le désir de sécurité. Alors apparaissent la peur de perdre, la jalousie, le besoin de contrôle. Comme si l'homme cherchait à fixer le regard amoureux pour ne plus jamais risquer l'abandon. Mais un regard libre ne peut jamais être totalement possédé. Et cette impossibilité produit une tension constante dans les relations humaines. Même les relations les plus sincères contiennent parfois cette lutte secrète. Le désir d'être reconnu, et la peur d'être abandonné ou réduit. Voilà pourquoi Sartre parle souvent du conflit des consciences. Pas parce que les humains seraient condamnés à se haïr, mais parce que chaque conscience veut rester sujet, libre, centre vivant de son propre monde. Et aucune conscience n'accepte facilement de devenir simple objet dans le monde d'autrui. Pourtant, dans chaque relation, ce risque existe. Quelqu'un nous juge, nous définit, nous réduit à une image. Et soudain, nous avons l'impression que notre liberté entière disparaît derrière cette perception extérieure. C'est particulièrement visible dans les situations de honte. La honte surgit souvent lorsque nous nous découvrons soudain à travers le regard d'un autre. Un geste maladroit, une faiblesse révélée, une vulnérabilité exposée. Et immédiatement, nous nous sentons transformés en objets visibles. Comme si toute notre intériorité devenait accessible et figée sous un regard étranger. Cette expérience peut être si violente qu'elle pousse parfois l'homme à construire toute son existence autour de l'évitement de la honte. Il cherche alors à maîtriser son image, à éviter certaines situations, à contrôler ce qu'il montre, comme s'il voulait empêcher les autres d'accéder à certaines parties fragiles de lui-même. Mais cette défense permanente finit souvent par éloigner de toute spontanéité réelle. L'individu devient stratège de sa propre apparence sociale. Il calcule, anticipe, se protège continuellement. Et peu à peu, il cesse de vivre directement. Il vit sous surveillance, sous le regard réel ou imaginaire des autres. Même seul, il continue parfois à jouer un rôle, parce que le regard social a été entièrement intériorisé. Cette intériorisation devient encore plus puissante dans les sociétés modernes où chacun est constamment exposé. Images, réseaux, comparaison permanente. Le regard des autres semble partout. L'individu peut alors devenir obsédé par la manière dont il apparaît, comme si exister signifiait avant tout être visible, être vu, être validé publiquement. Mais plus la vie devient spectacle, plus la conscience risque de se perdre dans les images qu'elle produit. L'homme ne sait plus s'il agit réellement, ou s'il joue simplement le personnage qu'il veut montrer. Et cette confusion crée parfois un profond sentiment d'irréalité, comme si l'existence devenait superficielle, comme si tout était représentation, même les émotions, même les convictions, car lorsque le regard extérieur devient central, tout risque d'être transformé en performance. Le bonheur devient quelque chose à montrer, la souffrance devient quelque chose à exposer, l'identité elle-même devient mise en scène. Et derrière cette mise en scène, une question silencieuse continue pourtant de hanter la conscience. Qui suis-je lorsque personne ne regarde? Mais cette question est difficile, très difficile, parce qu'elle retire soudain tous les miroirs sociaux, toutes les validations, tous les personnages construits pour autrui. Elle laisse l'homme seul face à une liberté qu'aucun regard extérieur ne peut définir totalement. Et cette liberté n'eût peut devenir vertigineuse. Beaucoup préfèrent alors retourner vers les identités visibles, vers les rôles reconnus, vers les images stables offertes par la société. Parce qu'au moins, ces images donnent une place dans le monde humain. Mais Sartre continue de rappeler silencieusement quelque chose de dérangeant. Aucun regard extérieur, aucune reconnaissance, aucune définition sociale,
ne pourra jamais transformer complètement une conscience libre en objet définitivement fixé. Parce qu'au fond, la conscience humaine possède toujours une capacité étrange à se retirer intérieurement des images qu'on lui impose. Même lorsqu'un individu semble totalement enfermé dans un rôle, quelque chose en lui peut encore observer ce rôle. Le questionner, le rejeter silencieusement. Cette distance intérieure est essentielle chez Sartre. Elle signifie que l'homme n'est jamais parfaitement identique à ce qu'il montre, jamais parfaitement réductible à ce que les autres voient. Il peut jouer un personnage, tout en sachant intérieurement qu'il joue. Et cette conscience du jeu change tout, car elle empêche la fusion totale entre l'être humain et l'image sociale qu'il incarne. Mais cette lucidité possède aussi quelque chose de douloureux, parce qu'elle révèle le caractère fragile de toutes les identités humaines. Le médecin n'est pas seulement médecin. L'artiste n'est pas seulement artiste. Le professeur n'est pas seulement professeur. Derrière chaque fonction sociale, demeure encore une conscience qui dépasse constamment son propre rôle. Et cette ouverture permanente peut devenir angoissante, car elle retire toute stabilité définitive. L'homme voudrait parfois pouvoir se reposer entièrement dans une identité fixe, être enfin quelque chose de certain. Mais la conscience continue toujours de glisser au-delà des définitions. Voilà pourquoi le regard des autres ne parvient jamais totalement à nous enfermer. Même lorsqu'il est violent, même lorsqu'il est humiliant, quelque chose en nous résiste encore. Quelque chose refuse de coïncider complètement avec l'image imposée. Et cette résistance peut prendre des formes très discrètes. Un silence intérieur, un refus secret, une pensée que personne ne voit. Même dans les situations de domination les plus fortes, la conscience garde souvent une part irréductible de liberté intérieure. Mais cette liberté reste difficile à vivre, parce qu'elle empêche tout repos définitif. L'homme ne peut jamais devenir totalement chose, jamais totalement personnage, jamais totalement objet du regard d'autrui. Et cette impossibilité crée une tension permanente dans la vie sociale. Prenons encore un exemple simple. Quelqu'un entre dans une pièce remplie de personnes inconnues. Immédiatement, il sent les regards possibles, même si personne ne parle, même si personne ne le juge ouvertement. La simple possibilité du regard modifie déjà son comportement. Il devient conscient de lui-même, de sa posture, de son apparence, comme si sa propre existence devenait soudain visible de l'extérieur. Et cette visibilité produit une forme de vulnérabilité, parce qu'être vu, c'est toujours risqué d'être interprété, mal compris, réduit, classé. Alors l'homme apprend très tôt à gérer cette exposition. Il développe des attitudes sociales, des expressions, des stratégies de présentation de soi. Il apprend à construire une image acceptable. Mais plus cette image devient importante, plus il risque d'en devenir prisonnier. Car maintenir un personnage exige une énergie constante. Il faut défendre la réputation, maintenir la cohérence du rôle, éviter les fissures. Et cette surveillance permanente peut devenir épuisante. Beaucoup d'individus vivent alors dans une peur silencieuse, la peur d'être démasqués. Comme si derrière le personnage social existait une vérité plus fragile qu'ils doivent absolument cacher. Cette peur révèle quelque chose de profond. Aucune identité sociale ne suffit complètement à remplir une conscience humaine. Quelque chose déborde toujours. Quelque chose échappe encore au regard extérieur. Et parfois, ce débordement apparaît brutalement dans certaines crises existentielles. Un homme qui a passé sa vie à construire une image de réussite découvre soudain un immense vide intérieur. Une femme admirée par tous se sent pourtant profondément étrangère à elle-même. Quelqu'un réalise qu'il a vécu principalement pour satisfaire les attentes des autres. Et cette prise de conscience peut provoquer un véritable effondrement intérieur, parce qu'elle détruit le personnage auquel toute l'existence semblait attachée. Mais en même temps, cet effondrement peut ouvrir un espace nouveau. Un espace où l'homme cesse momentanément de vivre uniquement à travers les regards extérieurs. Un espace où il commence à interroger ce qu'il veut réellement. Pas ce qu'il doit montrer. Pas ce qui sera admiré. Mais ce qui engage réellement sa liberté. Or cette interrogation est difficile précisément parce que les autres habitent profondément notre conscience. Même lorsque nous croyons penser seuls, des voix sociales continuent souvent de parler en nous. Les attentes, les normes, les modèles de réussite, les jugements appris depuis l'enfance. Tout cela forme une sorte de regard intérieur permanent. Et beaucoup passent leur existence entière sans jamais distinguer clairement leurs propres désirs,
du désir d'être reconnu par les autres. Car le besoin de reconnaissance peut devenir extrêmement subtil. Il ne concerne pas seulement la célébrité ou l'admiration visible. Même les choix les plus intimes peuvent parfois être influencés par le regard imaginaire d'autrui. On veut être quelqu'un, être estimé, être validé moralement, socialement, intellectuellement. Et peu à peu, la liberté risque de se transformer en simple adaptation aux attentes extérieures. L'homme ne choisit plus véritablement. Il reproduit ce qui lui permettra d'exister positivement dans certains regards. Mais Sartre refuse encore cette réduction totale. Parce qu'au cœur même de ces conditionnements, la conscience conserve toujours une capacité de rupture, une capacité de dire non, une capacité de se distancer des images imposées, même si cette rupture reste difficile, même si elle provoque souvent angoisse et solitude. Car sortir d'un personnage social, c'est aussi risquer de perdre certaines reconnaissances, certaines sécurités, certaines appartenances. Et beaucoup préfèrent finalement rester enfermés dans des rôles connus plutôt que d'affronter cette incertitude. Ainsi, les regards des autres deviennent parfois les murs invisibles de nos existences. Des murs faits de jugements, d'attentes, de définitions sociales. Mais ces murs ne sont jamais complètement fermés. Quelque chose en l'homme continue toujours de les dépasser intérieurement. Quelque chose refuse encore de devenir pure image. Et c'est précisément cette tension entre liberté intérieure et objectivation sociale qui rend les relations humaines à la fois nécessaires, dangereuses et profondément tragiques dans la pensée de Sartre. Et finalement, lorsque Sartre écrit « L'enfer, c'est les autres », il ne parle pas simplement de disputes, de haine ou de relations toxiques. Il révèle quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui touche directement à la structure même de l'existence humaine. Les autres deviennent un enfer, parce qu'ils possèdent un pouvoir immense, le pouvoir de nous regarder. Et ce regard change tout, car à travers lui, nous cessons d'être seulement conscience libre vivant de l'intérieur. Nous devenons aussi objet dans un monde étranger. Objet vu, interprété, jugé. Et cette transformation peut être douloureuse. Parce qu'aucune conscience n'accepte facilement d'être réduite à une image. L'homme sent intérieurement qu'il est toujours plus vaste que ce que les autres perçoivent de lui. Plus vaste que ses gestes. Plus vaste que ses erreurs. Plus vaste que les rôles qu'il joue. Et pourtant, une partie de son existence lui échappe continuellement à travers le regard d'autrui. Une partie de lui vit dans les pensées des autres, dans leurs interprétations, dans leurs jugements. Voilà pourquoi la honte peut être si violente. Voilà pourquoi le besoin de reconnaissance peut devenir si obsédant. Voilà pourquoi tant d'hommes passent leur vie à construire des personnages destinés au regard extérieur. Car être vu par les autres, c'est à la fois exister davantage et risquer de se perdre. L'autre peut nous reconnaître comme liberté, mais il peut aussi nous enfermer dans une image fixe. Et cette tension traverse toutes les relations humaines. Même l'amour, même l'amitié, même les liens les plus sincères. Nous voulons être compris parfaitement, mais aucune conscience ne peut totalement entrer dans une autre. Nous voulons être aimés librement, mais nous voudrions aussi sécuriser cet amour pour ne jamais risquer l'abandon. Nous voulons être reconnus, mais sans devenir prisonniers du regard qui nous reconnaît. Et cette contradiction ne disparaît jamais complètement, parce que l'être humain est condamné à vivre parmi d'autres consciences libres. Des consciences qui le regardent, le jugent, le désirent, le rejettent, l'interprète, des consciences impossibles à contrôler totalement. Alors chacun tente de protéger sa propre liberté. Chacun construit des masques, des rôles, des images sociales. Mais derrière ces constructions, demeure encore quelque chose d'irréductible. Quelque chose que le regard extérieur ne peut jamais totalement capturer. La conscience reste toujours plus profonde que les définitions qu'on lui impose. Toujours plus mouvante que les images qui cherchent à la figer. Et c'est peut-être là toute la tragédie, mais aussi toute la grandeur de l'existence humaine chez Sartre. Nous avons besoin des autres pour exister humainement. Mais aucun regard humain ne pourra jamais nous définir complètement. Nous cherchons sans cesse la reconnaissance, tout en refusant secrètement d'être réduits à ce que les autres voient. Nous voulons être vus, mais nous voulons aussi rester libres au-delà du regard. Ainsi, l'homme avance dans le monde entouré de regards qui le façonnent, le blessent, le révèle parfois, sans jamais parvenir à épuiser totalement ce qu'il est. Car derrière chaque image sociale,
derrière chaque jugement, derrière chaque personnage construit pour autrui, continue encore de vivre une conscience libre, fragile, inquiète, mais impossible à transformer définitivement en simple objet sous le regard des autres.